Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré à la iatrogénie médicamenteuse. Je me présente, je suis Christine Fraisse, j'habite dans les Vosges. Je suis formatrice chez Orion Santé depuis 2010 et aujourd'hui coordinatrice pédagogique et ingénieure pédagogique. Je vais présenter ce webinaire avec Sylvie Danton. Sylvie, c'est à toi. Oui, bonjour Christine, bonjour à tous. Donc, je suis Sylvie Danton, infirmière libérale à Audin-le-Tiche, en Moselle, en Lorraine, depuis 1992, ça fait quelques années. Et je suis formatrice chez Orion Santé depuis 8 ans. Et je vais me présenter. Donc bonjour à tous, je suis et à toutes, pardon. Je suis Cathy Kindel, directrice scientifique d'Orion Santé. Je serai modératrice, c'est-à-dire que je n'interviens pas pendant ce webinaire, juste à la fin pour poser vos questions. C'est moi qui modère le chat, donc je garde vos questions pour la fin et je les poserai à la fin à nos deux experts. Merci Cathy. Merci Cathy. Donc nous sommes ensemble pour une présentation d'une vingtaine de minutes et il nous restera une dizaine de minutes ensuite pour échanger avec vous et répondre à vos problématiques. Alors, le programme de ce webinaire. On va faire quelques rappels sur l'avenant 6. Ensuite, on verra l'article 10 du chapitre 1. En rappel, bien sûr. Nous vous présenterons bien sûr le nouvel acte de la nomenclature relatif à la iatrogénie et à la séance de surveillance qui est mis en place à partir du 1er janvier 2022. Et ensuite, comme je vous le disais précédemment, nous répondrons à vos questions. Alors, je démarre avec un petit rappel sur l'avenant 6. Donc, cet avenant 6 a révolutionné un petit peu notre nomenclature. Il est paru au journal officiel le 13 juin 2019. Les premiers actes ont été modifiés et créés, et ce depuis le 1er décembre 2019. Ensuite, donc, il y a eu tout un déploiement de cet avenant avec au 1er janvier 2020, la chose la plus importante qui est arrivée, c'était la mise en place du BSI. Au 1er mai 2020, il y a eu la mise en place des actes en demi avec le BSI, par exemple. Tout ce qui était intradermaux, intramusculaire, sous-cutané, dextroinsuline. Au 1er juillet 2020, il y a eu une revalorisation de l'acte d'administration et distribution des traitements et surveillance pour les patients présentant des troubles cognitifs ou psychiatriques. D'un AMI 1, on est passé à un AMI 1,2. Au 1er janvier 2020, un nouvel acte qui était créé, c'était les actes de séance pour les soins post-opératoires. Et puis donc au 1er janvier 2022, cet acte de suivi et de dépistage en quelque sorte de la iatrogénie médicamenteuse. Alors Sylvie, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel sur cet article 10 du chapitre 1? Oui, alors c'est un article que vous avez l'habitude d'utiliser puisque dans notre quotidien d'infirmière libérale, ça fait vraiment partie de notre travail au quotidien. Donc vous avez l'article 10 du chapitre 1 qui se divisait en 2 parties jusque maintenant. Alors l'intitulé de ce chapitre, c'était «Surveillance et observation d'un patient à domicile». La première partie de cet article, c'était «Administration et surveillance des thérapeutiques orales au domicile des patients présentant des troubles psychiatriques». A été rajouté à l'avenant 6 ou cognitif, maladie neurodégénérative ou apparentée, avec établissement d'une fiche de surveillance. C'est l'AMI 1.2 plus la MAU, pardon. Et donc, c'est également l'acte que vous pouvez faire au quotidien chez vos patients qui ont ces pathologies-là, avec l'établissement d'une fiche de surveillance, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Également, toujours la demande d'entente préalable à faire au-delà du 1er mois, ça n'a pas changé, ça a été revalorisé, on a rajouté les maladies cognitives, mais l'entente préalable est toujours d'actualité. La deuxième partie de ce chapitre, cet article 10 du chapitre 1,
c'est la surveillance et l'observation d'un patient lors de la mise en œuvre d'un traitement ou lors de la modification de celui-ci avec établissement d'une fiche de surveillance avec un maximum de 15 passages. Alors cet article a également été modifié à l'avenant 6, puisque avant l'avenant 6, on avait avec un maximum de 15 jours. Alors ça ne change rien dans la tarification, par contre ça change dans notre planification, ça nous aide un petit peu, puisque là on n'est plus dans une thérapeutique orale, on est dans toutes les thérapeutiques, et on n'est plus non plus chez les patients qui ont des troubles psychiatriques. Donc on peut aussi bien utiliser cet article-là, par exemple, pour surveiller une tension artérielle pour un patient qu'on va mettre sous antihypertenseur. 3 fois par semaine, ça pourrait suffire, donc on va l'utiliser pendant 15 passages, ou chez un patient diabétique de type 2, chez qui on va mettre des sulfamides hypoglycémiants. On va vous demander de surveiller la glycémie à chaque fois que vous allez donner ce sulfamide. Et du coup, là, vous allez pouvoir, par exemple, l'utiliser 3 fois par jour avec 15 passages maximum. Donc, ça va nous permettre de plus utiliser cet article-là plus facilement. Donc du coup, Christine, est-ce que tu peux nous dire également, en quoi consistent ces surveillances, s'il te plaît? Alors, les surveillances qui doivent être mises en place, c'est bien sûr fonction des thérapeutiques distribuées chez les patients. Donc, ça va être la surveillance des différents paramètres cliniques, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la température, la saturation en oxygène, le poids, les œdèmes, la dyspnée. Si je prends des exemples de traitement, bon, je donne un antihypertenseur à un patient, évidemment qu'il faut surveiller sa tension. Je donne des antiarythmiques, je vais surveiller la fréquence cardiaque. Je donne, des traitements, pour un patient BPCO, et ben, je vais surveiller sa saturation en oxygène. Je donne des diurétiques, je surveille le poids du patient, je surveille ses œdèmes, je surveille bien sûr sa tension artérielle et je vérifie, son stade de dyspnée. Toutes ces surveillances, voilà, s'adaptent fonction du traitement distribué à votre patient. On va également surveiller les effets indésirables des différentes molécules. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir, je vais penser par exemple avec les diurétiques, les signes d'hyponatrémie, les signes d'hypernatrémie, avec, un hypertenseur, il y a des molécules, qui peuvent donner une toux sèche irritative, c'est les IEC par exemple. Enfin voilà, il y a différents effets indésirables connus des traitements qu'il faut être susceptible de relever chez les patients. Et bien sûr, une traçabilité de cette surveillance, puisque les 2 actes que Sylvie vous a présentés spécifient l'établissement d'une fiche de surveillance. Et donc, cet article 10 du chapitre 1 va s'enrichir d'un troisième acte. Sylvie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi consiste cet acte? Alors oui, on va avoir un troisième acte qui va arriver là, tout prochainement, dans les 15 jours qui viennent. Donc c'est, une séance, encore une séance de surveillance clinique, mais là, c'est une séance de surveillance clinique spécifique qui s'appelle: «Accompagnement à domicile de la prise médicamenteuse lors de la mise en œuvre ou de la modification d'un traitement ou au cours d'une situation clinique susceptible de remettre en question la stratégie thérapeutique pour un patient non dépendant, polymédiqué et présentant des critères de fragilité identifiés par le médecin avec un retour écrit au médecin.» Donc là, c'est un nouvel acte, c'est une possibilité que vous avez de le faire grâce à une prescription médicale. Bien entendu, le médecin ou vous-même avez alerté le médecin sur cette fragilité du patient et vous avez la possibilité de coter 3 séances. Ces séances sont comptées comme des AMI 5.1 pour la première séance, qui est la séance de prise de contact, celle qui va vous prendre un petit peu plus de temps puisque vous allez, être au domicile du patient avec le patient, son entourage. Vous allez faire le recueil de données, récupérer toutes les thérapeutiques, qui existent, faire un point sur ses antécédents, voir où il en est dans sa prise en charge actuelle de son traitement, voir comment il planifie déjà son traitement et vous allez mettre en œuvre une autre séance qui va être la deuxième, qui va être cotée en AMI 4.6. Donc cette séance sera là pour voir ce que vous avez mis en place, si ça a fonctionné, s'il y a des outils à rajouter, évaluer d'autres choses. Et puis en dernier, vous aurez une évaluation et un compte rendu qui sera un AMI 4.6. En fait, ça sera, on peut expliquer ça comme si c'était un parcours, puisque vous allez mettre en place quelque chose et évaluer ce que vous avez mis en place. Alors, ces 3 séances-là, elles sont à réaliser dans un délai maximum de 1 mois.
C'est renouvelable sur prescription une fois dans l'année au cours des 12 mois suivants. Donc effectivement, par exemple, on peut imaginer que vous avez mis en place ce parcours et que, le patient, il est autonome. Vous avez mis des séances derrière ou pas. On verra tout à l'heure avec Christine qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ces séances-ci. Et puis, pour une raison X, Y, le patient, a de nouvelles problématiques et vous aurez la possibilité de refacturer cette séance une deuxième fois dans l'année. Du coup, Christine, est-ce que tu peux, nous détailler ce qu'on doit mettre dans cette séance explicitement, s'il te plaît? Alors, beaucoup de surveillance en fait, hein, beaucoup d'observation. Donc, dans un premier temps, une surveillance des relevés d'éléments cliniques objectifs. Qu'est-ce que c'est que les relevés? Les éléments cliniques objectifs, bah, ça va être justement tous les paramètres. C'est objectif. J'ai une tension à 13,8, j'ai une fréquence cardiaque à 80. Voilà, je vais avoir tous ces éléments cliniques objectifs. C'est la surveillance en fait des différents paramètres. Ensuite, en tant qu'infirmière, vous avez bien l'habitude d'avoir un œil, je dirais assez, acerbe pour visualiser un petit peu tout ce qui se passe chez le patient. C'est votre esprit d'observation. Vous allez pouvoir regarder un petit peu tous les éléments cliniques, cette fois qui sont plus subjectifs, comme, des plaintes, des comportements du patient. Vous voyez que votre patient, il est un peu agité, il ne se rappelle plus ce que vous venez de lui dire, il y a 2 minutes, le pourquoi vous êtes venu et là, vous pouvez vous poser des questions. Vous allez donc également vérifier la compréhension de ou des ordonnances. Vous avez des patients qui ont des prescriptions de divers spécialistes ou alors une sortie d'hospitalisation et le patient ne sait plus s'il doit utiliser l'ordonnance de sortie d'hospitalisation ou l'ordonnance du médecin. Il fait un amalgame des 2 et c'est là que vous voyez qu'il y a des erreurs. On vous parle de préparation du pilulier. Alors ça peut être effectivement votre patient a l'habitude d'être organisé et de préparer son pilulier à la semaine, mais ça peut être simplement le fait de savoir répartir correctement son traitement dans la journée et dans la semaine. Savoir également la prise médicamenteuse, comment il la gère. Est-ce qu'il a bien compris que certains médicaments avaient des contraintes horaires? Par exemple, je prends des hormones thyroïdiennes, il vaut mieux les prendre le matin à jeun. Il y a certains traitements qu'il vaut mieux prendre avant le repas, d'autres après le repas, d'autres au milieu du repas. Il y a des aliments qu'il ne faut pas associer. Par exemple, le pamplemousse avec, les statines. Voilà les différents exemples, par exemple, de cette prise médicamenteuse et des contraintes qui peuvent, s'y, ajouter. La gestion du stock médicamenteux. Vous avez des patients chez qui les placards sont pleins. Et avec des médicaments qui sont quelquefois même périmés. Donc il est important de voir cette gestion de stock. Vous avez des patients, si c'est prescrit, ils prennent. Vous avez des exemples forcément dans vos patientèles de ces patients-là. Il faut aussi leur faire comprendre qu'il faut gérer le stock, c'est-à-dire que prendre les plus anciens médicaments, enfin ceux qui ont des dates qui vont bientôt périmer, avant les autres. Être vigilant par rapport à ça, donc surveiller les dates de péremption. Ne pas prendre si on n'en a pas besoin. Voilà, toute cette gestion de stock. Sur la gestion de stock aussi, on peut rajouter qu'il faut faire attention, avec les médicaments qui sont associés. Par exemple, des fois, la pharmacie, peut pas délivrer, une association de médicaments et elle va donner, des médicaments génériques de boîte et eux, dans leur stock, ils avaient une association. Donc ça sera aussi notre rôle de bien leur expliquer quel type d'association, à quoi ça correspond, surtout avec les médicaments, génériques, ils ont déjà beaucoup de mal à s'y retrouver. Donc dans les stocks, on pourra aussi revérifier ce genre de choses. Merci. Ensuite, vous avez tout ce qui est recherche de motifs de non-prise des médicaments ou des modifications de posologie ou des recherches d'effets indésirables. Vous avez des patients, les diurétiques, eh ben, écoutez, ça les perturbe tellement, ils sont obligés d'aller aux toilettes, plusieurs fois dans le matin, donc quelquefois, ils ne les prennent pas parce que c'est vraiment trop pénible. Ils ont, l'impression d'avoir trop de médicaments, donc ils aiment pas prendre beaucoup, donc ils les prennent pas. Bon, voilà, ou des effets indésirables à rechercher sur différentes, molécules. Des éléments du contexte social qui peuvent retentir, sur l'observance, par exemple des médicaments qui pourraient être à charge du patient et que finalement le patient n'a pas les moyens de l'acheter. Rechercher des éléments explicatifs d'une non-observance en cours de traitement selon les demandes précises du médecin. Et puis bien sûr, un retour complet au médecin prescripteur ou au médecin traitant si ce n'est pas lui le prescripteur.
important de faire ce retour. Vous avez vu que, l'évaluation et le retour fait partie de la dernière séance sur ces 3 séances dans cet accompagnement. Donc c'est très complet et ça va prendre du temps. Après, on a une cotation qui est quand même assez, intéressante, donc c'est important et puis se relever de ce risque iatrogénique, c'est, vraiment, vraiment intéressant. Alors Sylvie, il y a quand même quelques petites choses à savoir par rapport à ces surveillances. Oui, alors, vous savez certainement que dans la nomenclature, les surveillances ne se cumulent pas. Donc, c'est une séance de surveillance et on est vraiment dans ce chapitre 1, article 10. Donc dans cette même séance, on ne va pas pouvoir cumuler les autres actes de cet article. Tout est compris dedans. Si avant vous alliez déjà donner, les médicaments, et vous comptiez un AMI 1.2, ben, dans cette séance, vous ne le coterez pas, il sera inclus dedans. Pareil pour la MI 1 si c'était la deuxième partie de l'article 10. Ensuite, les autres actes sont inscrits à l'article 10 peuvent éventuellement en découler. Avant, vous ne faisiez pas d'acte, chez ce patient-là et votre expertise, votre compte rendu en collaboration avec le médecin va peut-être déclencher derrière, une surveillance de ce patient, un diagnostic de ce patient d'une maladie psychiatrique neurodégénérative et derrière peut-être qu'il va pouvoir, se déclencher des AMI 1.2 ou éventuellement le médecin va adapter un traitement, mettre une posologie différente, modifier le traitement et à ce moment-là, on repassera sur cet article 10, deuxième partie, l'AMI 1 de la surveillance et de la modification, du traitement. Donc ces séances peuvent derrière découler sur d'autres séances de surveillance de la prise médicamenteuse ou de la surveillance thérapeutique orale. Oui, ou encore même, et ben, suite à ces, séances, vous vous rendez compte que votre patient, bah, vous allez pas le laisser complètement dans la nature. Donc vous pourrez très bien, suite à ces séances, faire un BSI et faire une séance, une fois par semaine, d'évaluation du patient, aussi bien du recueil des paramètres ou bien voir avec lui un petit peu comment ça se passe, ces modifications de traitement ou ce suivi. Alors, je voulais juste reprendre avec vous la définition et le rôle infirmier dans la iatrogénie, simplement pour vous rappeler ce que c'était que la iatrogénie médicamenteuse. Alors, certains d'entre vous sont peut-être très, très au clair avec ça. C'est pas, pour ne pas, c'est pas pour me mettre en avant, mais c'est juste pour vous faire un point par rapport à ça. La iatrogénie, ça désigne l'ensemble des effets indésirables provoqués par la prise d'un ou plusieurs médicaments. Et il faut savoir qu'elle augmente avec le nombre de médicaments. On a beaucoup de patients âgés qui ont de multiples médicaments à prendre, multiples molécules et donc en fait, plus on en prend, plus le risque est important. Donc c'est bien de, faire, ce suivi. Et puis l'infirmière, elle est souvent au plus près des patients, en particulier des patients âgés, et elle est donc la plus à même de relever ces différents effets indésirables et pourra ainsi les signaler au médecin prescripteur. Cette iatrogénie, elle est traitée dans une de nos formations, hein. Si vous êtes très intéressé par cette iatrogénie, les surveillances médicamenteuses, les effets indésirables des différentes molécules, on a donc une formation qui est sur la pharmacologie, avec une pharmacienne sur le J1. C'est une formation en 2 jours qui est soit en financement FIFPL, soit en DPC et qui pourra vous aider dans ce suivi de la iatrogénie médicamenteuse. Oui, puis d'ailleurs, je peux rebondir, Christine, souvent en formation, pharmaco ou iatrogénie, les infirmiers, ils ont peur de venir parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir vraiment que de la pharmacie, pure pharmacie. On n'est pas du tout dans cet objectif-là, hein, en formation. On est vraiment dans la surveillance infirmière, le rôle infirmier et du coup, ça répond pratiquement, mot pour mot à tout ce que tu viens de décrire dans notre surveillance et dans notre rôle propre. Donc c'est vrai que si vous n'êtes pas au clair avec la iatrogénie médicamenteuse, avec les médicaments, il y a quand même beaucoup de modifications avec les DCI, hein, les dénominations communes internationales. Donc, n'hésitez pas à venir vous former. Vous verrez que c'est vraiment une formation qui n'est pas du tout désagréable. Merci Sylvie. Alors, me revoilà. Beaucoup de questions. Alors, attendez, bougez pas. En même temps, j'accepte les questions. Alors, est-ce que vous pourriez refaire un point l'une ou l'autre sur les cumuls possibles ou non? Certains des personnes qui suivent le webinaire n'ont pas tout saisi. Donc, est-ce que vous pourriez répéter ce qu'on peut cumuler ensemble avec ces nouveaux actes ou non?
Tu veux que je le fasse, Christine? Vas-y, vas-y si tu veux. Donc ces 3 séances-là, ce sont des séances, donc tout est cumulable tout est inclus dans la séance. Donc quand vous allez facturer ces actes-là, c'est l'AMI 1.2 ou l'AMI 1 est inclus à l'intérieur de la séance. Par contre, ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pouvez pas avoir des séances à part. Vous pouvez aller donner les médicaments en plus de cette séance, mais vous ne compterez pas l'AMI 1.2 pendant la séance. Est-ce que j'étais claire, Christine? Je pense. Pour moi, tu l'es. Alors maintenant, imaginons, Sylvie, qu'on ait un autre type de soin. Tu y vas pour cette séance. En même temps, tu as un anticoagulant à faire. Alors, il n'y a pas de dérogation, à cet article. S'il y avait un acte dérogatoire, et on aurait une petite ligne qui mettrait, en dérogation avec l'article 11b, des dispositions générales de la nomenclature, on aurait la possibilité de faire une règle de cumul. Là, il n'y a pas de dérogation, donc l'article habituel, s'utilise, donc le plus grand en entier, le deuxième en demi, le troisième en gratuit. Donc on peut imaginer qu'on ait un AMI, 4 qui sera à ce moment-là plus MCI. S'il est moins fort, il sera en demi, s'il est plus fort, il sera au-dessus. Donc on a la règle des cumuls habituelle, le plus fort en entier, le deuxième en demi, le troisième en gratuit. Oui, ce qui D'accord. ferait avec la première séance, par exemple, un AMI 5,1 plus un AMI 4/2 plus une MCI. Entendu. Dans le cas, par exemple, d'un pansement lourd et Si complexe. c'était un pansement lourd et Ouais, complexe, et pour ok. reprendre ton anticoagulant, eh ben, ce serait un AMI 5,1 plus un AMI 1/2 plus le déplacement, bien sûr. Ok. Et dans le même ordre d'idée, j'ai une question de Dominique qui nous demande, est-ce que c'est cumulable avec le BSI ou les AIS? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'intitulé, c'est marqué en dehors de la dépendance. Oui, Donc ça veut dire que ce n'est pas cumulable. Puisque d'accord. dans la dépendance, vous avez déjà le risque iatrogène qui est à l'intérieur, donc on l'a déjà intégré dans le forfait de dépendance, donc on n'est pas en cumul là. D'accord, très bien. Alors j'ai de nombreuses questions qui nous disent que qu'est-ce que doit prescrire le médecin? Parce qu'on sait que les médecins, peuvent avoir quelques freins à la prescription. Donc qu'est-ce qui est attendu? Quel est le libellé type pour ce type de soins? Ça pourrait être, séance de suivi pour le risque de iatrogénie médicamenteuse, par exemple. D'accord. Après, on pourrait, si on reprend textuellement le texte que je suis en train de relire, parce que par cœur, je ne le connais pas encore, Ça puisqu'on va ne venir, l'applique ça va pas. venir. Ça pourrait être, accompagnement à domicile de la prise médicamenteuse. Aussi. Mais ça ne suffirait pas en soi, puisqu'à ce moment-là, il faudrait quand même qu'il nous explique, quelle, problématique il faut qu'on aille chercher. Puisqu'on peut avoir plusieurs possibilités, puisqu'on peut être, dans la modification d'un traitement, mais également, dans un risque iatrogène. Donc, il faudrait qu'il libelle un petit peu plus, son ordonnance. Ça ne va pas suffire de marquer accompagnement à domicile de la prise médicamenteuse, il faudra qu'il soit un peu plus précis, je pense. D'accord. Et Donc, et je vous pardon. pardon, je vous invite aussi à prévenir les médecins de ce nouvel acte dans notre nomenclature. Pour avoir des prescriptions, quand vous avez des relations avec les médecins dans le cadre des distributions de traitements ou, de repérage de risques iatrogènes chez les patients, n'hésitez pas à leur dire que vous avez ce nouvel acte dans la nomenclature et qu'ils peuvent vous le prescrire et que vous allez faire le point ensuite chez le patient. Entendu. Alors, il y a Nicole, mais vous avez déjà partiellement répondu, mais je vous pose certaines questions justement pour que vous reveniez sur certains points. Nicole nous dit que lorsque, vous savez, on fait un AIS4, alors Nicole dit la préparation du pilulier, mais c'est aussi la surveillance de tous les effets secondaires. Quelle est la différence finalement? C'est la même chose? Enfin, je lis la question. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. L'AIS-4, c'est une séance de surveillance clinique hebdomadaire qui comprend le traitement, mais pas que le traitement. Là, ce nouvel acte, c'est réellement pour dépister le risque iatrogénique chez nos patients, D'accord. et c'est des patients chez lesquels, en général, on n'intervient peut-être que épisodiquement. Vous allez chez un patient régulièrement pour une prise de sang et vous vous rendez compte que ses fonctions cognitives, elles commencent à être un petit peu perturbées. Ou alors, vous vous rendez compte, bah, que ces traitements, il ne les prend pas bien. Vous y allez, peut-être pour des pansements d'ulcères, et puis, mais pendant ces soins-là, vous vous rendez compte qu'il y a un risque, et c'est là que vous allez voir le médecin pour demander cette prescription-là, cette nouvelle prescription. Mais D'accord. l'AIS-4, c'est, vraiment déjà une séance de suivi, mais qui ne concerne pas que
les médicaments. Là, ça va être vraiment que le risque iatrogène. Oui, puis comme disait, Christine tout à l'heure, on peut commencer par ces séances de surveillance de la iatrogénie médicamenteuse. On a droit à 3 séances, mais après derrière, on peut éventuellement, basculer sur la IS-4. Effectivement, ça a permis peut-être de mettre en place de la dépendance, donc on sera sur de la IS-4 ou éventuellement de la maladie avec la IMI 1.2. Entendu. Une autre personne nous pose la question, est-ce qu'on est obligé de faire ces 3 séances pour un patient ou est-ce qu'on pourrait, par exemple, en faire qu'1? Bah, non, c'est un parcours de soins, hein, c'est un parcours de prise en charge. Donc du moment où vous vous engagez dans ce parcours-là, vous allez évaluer la prise en charge, vous allez mettre en place votre action et derrière, vous allez évaluer ce que vous avez mis en place. Vous en parlez au médecin, donc n'hésitez pas à utiliser, Maïlise, par exemple, pour mettre vos, comptes rendus. Mais le médecin derrière, il a une attente, il vous fait une prescription sur une attente, il faut qu'on puisse faire quelque chose. Si vous allez faire une simple première séance et que derrière, il y a rien qui se passe, bon, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui n'a pas été répondu au niveau des objectifs. D'accord. Est-ce que tu peux préciser en 2 mots ce que c'est que Mélise, s'il te plaît? Alors, c'est la messagerie sécurisée de l'assurance maladie, hein. Elle vous est, gratuite. Il faut juste vous inscrire, via votre CPS ou en allant sur le site Mailise. Elle vous permet de transmettre des documents de façon sécurisée. Donc, c'est quelque chose que vous utilisez déjà si vous faites du BSI, puisque c'est obligatoire pour le BSI, ou alors si vous faites, par exemple, de la séance de surveillance clinique, du patient en sortie d'hospitalisation pour exacerbation d'une BPCO ou d'une insuffisance cardiaque. On transmet déjà ce compte rendu via Mailise. Donc, c'est un outil maintenant qu'on est habitué à utiliser, que les médecins connaissent, hein. Maintenant, ils ont la version ApiCrypt qui est utilisable avec Mailise. Donc, on peut tout à fait communiquer et du coup, éventuellement, avoir des ordonnances qui vont aller en fonction de votre évaluation du patient et de l'évaluation clinique du patient. Grâce à votre expertise, vous allez pouvoir déclencher des choses et échanger avec le médecin prescripteur. D'accord. Alors, je te cherche une dernière question. Alors, je suis en train de lire le forum là, en même temps que je te parle. Une question qui est revenue plusieurs fois. Est-ce qu'il faut faire une demande d'entente préalable pour ce parcours de soins? Non, il n'y a pas de demande d'accord préalable à faire. Il nous faut une prescription. Cette prescription nous suffit. D'accord, ok. Alors, je regarde si j'ai raté des questions. Alors oui, beaucoup indiquent que ça va être compliqué au point de vue des médecins parce que peut-être qu'ils ne sauront pas que cet acte existe. Donc effectivement, à part faire ce que tu as dit, Christine, tout à l'heure, c'est-à-dire aller les voir, leur expliquer ce que ça peut apporter aux patients, ça risque d'être compliqué. Voilà. Après, je peux me permettre aussi d'utiliser les modes d'exercice coordonnés, hein, utiliser vos ESP et vos CPTS pour expliquer aux médecins qui sont déjà attentifs à toute cette prise en charge que maintenant on a ça à notre disposition. Parce que la iatrogénie médicamenteuse, c'est quand même un enjeu de santé publique majeur. Et donc, dans les modes d'exercice coordonnés, si vous leur expliquez qu'on a déjà ces séances-là, derrière, va pouvoir fonctionner. Alors attention, on n'est pas encore en route. C'est sûr que le 1er janvier, c'est bientôt. Il faut toujours un petit peu de place, un petit peu de temps, mais moi je suis confiante hein, sur la mise en place de cet article. Entendu. Jean-Pierre nous fait remarquer, alors je n'ai peut-être pas fait attention parce que j'étais en train de valider, peut-être que vous auriez dit, je me dis bien peut-être, que suite à ce parcours de soins, on pourrait faire un BSI, mais effectivement, Jean-Pierre nous fait remarquer qu'il faut que le patient, enfin pour le BSI, le patient est dépendant, et que justement cet acte-là est dédié aux personnes qui ne sont pas dépendantes. Donc a priori non, ça serait plutôt un AMI 1,2. Non, mais ça pourrait être dans les suites. Alors, pendant qu'on fait cette évaluation, on ne peut pas faire de BSI, effectivement, mais ça pourrait être la suite à donner et l'action suite à notre évaluation de ce risque iatrogénique. Ça pourrait être de faire un BSI et de mettre en place, une fois qu'on a fait nos 3 séances, de mettre en place un suivi régulier du patient par l'intermédiaire du BSI. Parce que tu aurais dépisté une fragilité, donc une dépendance. Exactement. Ok, d'accord. Je clarifie juste pour que tout le monde comprenne bien. Merci. Ok. Existe-t-il, ce sera la dernière question, Cathy en plus, existe-t-il des fiches de surveillance adaptées à ce nouvel acte? Ça peut être une fiche de suivi chacun peut faire sa propre fiche de suivi, hein. Ça va être de prendre les paramètres, d'évaluer les effets indésirables des différentes molécules. Alors, des fiches toutes faites, je n'en ai pas connaissance pour l'instant. Sûrement que
certains outils vont être modifiés. Je pense en particulier à vos dossiers de soins informatisés. Peut-être que vos logiciels métiers qui utilisent, ces dossiers de soins informatisés vont être modifiés pour créer une fiche de surveillance spécifique. Après, c'est pas très compliqué à faire, hein. Oui, tout à fait. Puis en formation, on pourrait tout à fait imaginer un exercice Oui, sur l'élaboration de ce type de fiche. tout à fait. Sur D'accord. la formation pharmaco, par exemple. Oui, tout à fait. Oui, certains voilà, trouveraient aidant que ce type de fiche, type de fiche existe. Voilà. Alors, je réponds à Myriam directement. Myriam nous dit, est-ce qu'on peut télécharger le webinar? Alors, à vous toutes et à vous tous, si vous voulez re-regarder ce webinar, il sera disponible à partir de demain sur notre chaîne YouTube. Donc, vous allez sur YouTube, vous tapez Orion Santé dans la barre de recherche et vous avez notre chaîne. Et à partir de demain, dans le courant de la journée, vous aurez accès au replay de la vidéo. Enfin, la rediffusion, pardon. Je voulais pas parler anglais. Voilà. Et on nous demande si on va faire un webinar sur les modifications du BSI. Si je ne m'abuse, c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours. La semaine d'avant, oui, il y a La 15 semaine jours. d'avant, c'est ça. Voilà. Donc, Tout à allez fait. sur notre chaîne YouTube si ça, le thème Oui. vous intéresse. Voilà. Écoutez, pour ma part, je vous remercie tous. Merci Cathy. Alors je veux juste revenir sur, cette, dernière, slide là, juste pour vous rappeler que nos conseillers sont à votre disposition. Vous avez donc le numéro. Vous pouvez également aller sur notre site internet si vous voulez voir un petit peu notre offre de formation et vous inscrire. Et puis bien sûr, les différents réseaux sociaux où, on essaye de communiquer le plus possible sur les nouveautés. Voilà. Certains demandent comment télécharger le support. Le support est disponible, avec le replay? Non, pas sur la chaîne YouTube, mais pour moi, Mais il est sur disponible le sur l'espace. oui, sur le Voilà. Webikeo. Sur Webikeo, voilà, c'est ça. Entendu. Bah, écoutez, merci à vous toutes et à vous tous. On espère vous retrouver très prochainement. Et on vous dit à bientôt. À bientôt, merci à tous, au revoir et Merci bonne beaucoup. fête. Oui, Oui, bonne fête à tous C'est et vrai. à bientôt, pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au Au revoir. revoir.